À l'hôtel-restaurant de la gare. Savez-vous en quelle année il a été construit? Alors, si vous avez été attentif, au fronton 1884. Grâce à Pierre Rodier, dont les terres agricoles étaient ici, et Eugénie Vidal, qui était hôtelière à Saint-Géniès-d'Olt. Mais il y a des personnes ici qui pourront vous en raconter. Ça appartient toujours. Moi, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Marie. Je suis d'ici. Il y a dans notre rapport au temps, à l'amour, à la mort, à notre naissance surtout, un degré d'absurdité à affronter qui ne se résout jamais. Il y a quelque chose d'impossible à saisir dans une vie. Quelque chose de tout à fait déterminé et indéterminé. Comment parler à la place de celle qui n'est plus? Je suis d'ici. Ici, c'est ma terre natale. Le 15 décembre 1822, le vent froid glacial soufflait dans le petit hameau de Lousse, juste à côté. Il était chargé de la neige des monts d'Aubrac. Les aiguilles blanches frottaient les visages et créaient des rongères, un cauchemar pour les voyageurs. Moi, auprès de l'âtre, il y a 101 ans, presque jour pour jour, je naissais. Mes parents allumèrent le Calel. Vous savez ce que c'est?
C'est une lampe emplie d'huile bénite qu'on allumait le jour des naissances et le jour des décès. La vie et la mort, comme le fleuve et la mer. Victor Hugo disait « Ne dites pas mourir, dites naître ». Oui, je connais Victor Hugo. Improbable, hein, pour une fille de ma pauvre condition. C'est que, messieurs, dames, j'ai fait salon à Paris, salon littéraire, avec les grands de ce monde. Mais je vous en raconterai un peu plus tout à l'heure. En attendant, je vous parle un peu de moi. À 5 ans, je perds ma mère et je me retrouve dans un orphelinat. Mon père étant trop vieux pour s'occuper de moi. À 9 ans, je travaille dans une filature. Je ramasse les bobines, les déchets. À l'époque, les enfants de l'orphelinat étaient dociles et malléables, très appréciés par les industries locales. Il fallut attendre 1841 pour qu'une loi réglemente le travail des enfants. Les enfants de 8 à 12 ans pouvaient alors travailler seulement 12 heures par jour. Moi, je travaillais 14 heures. 6 jours par semaine pour gagner 20 centimes. Bon, pas facile à transposer. À 13 ans, j'étais dynamique, vive, et je fus engagée comme domestique dans une maison des notables de Saint-Géniès. À 15 ans, je suivis l'exode des enfants du pays et j'arrivai en Méditerranée, à Marseille. Je vous passe les détails du voyage. Ça prenait 10 jours. En tout cas, c'était la première fois que je voyais la mer. Et c'était là que j'allais rencontrer l'homme qui allait changer ma vie. Paulin Talabot, un ingénieur des ponts et chaussées, qui allait consacrer sa vie à s'occuper du transport des marchandises et des gens, en créant les chemins de fer, en creusant des tunnels, en créant les docks. Pendant 20 ans, il allait être directeur de la compagnie des chemins de fer, PLN, Paris, Lyon, Méditerranée. C'était un homme tenace au travail, âpre en affaires, toujours serein, égocentrique aussi. Il a été député, président du conseil départemental du Gard. Mais c'est très documenté sur Internet, vous irez voir. Par contre, sur moi, il n'y a pas grand-chose. Seulement ce livre que Louis Mercadier a écrit. Merci, Louis. Très documenté, avec des archives, des lettres. Ma vie. L'histoire d'amour entre Paulin Talabot et Marianne, sa vie, était improbable. Lorsqu'on s'est rencontrés, c'était à Marseille, dans les connaissances de Louis, mais moi, je n'étais pas invitée, j'étais domestique. J'avais à peine 18 ans. J'étais pleine de vie, de curiosité. Paulin Talabot m'a fait rencontrer plein de monde. J'étais passionnée par l'histoire du chemin de fer. On avait 23 ans d'écart. Savez-vous que le chemin de fer avait très mauvaise réputation à l'époque? On disait qu'il allait empêcher les vaches de paître, les poules de pondre, que les fumées des locomotives allaient donner des maladies contagieuses, que les maisons allaient être incendiées. Mais Paulin Talabot fit de la compagnie PLN la plus rentable des entreprises de chemin de fer d'Europe. Petit à petit, on est devenu indispensable l'un à l'autre. On s'est aimé et on ne s'est pas marié.
Peut-être qu'on était à l'avant-garde, en tout cas on était concubins. Alors c'était pas le goût de tout le monde. Quand je revenais au village, c'était pas tout le temps facile. Une fois, on m'a craché dessus. On disait que j'étais une intrigante, que j'avais séduit Paulin pour son argent. On a même dit que j'étais actrice, danseuse, ce qui à l'époque voulait dire prostituée. Mais moi, je sais d'où je viens. J'ai été bienfaitrice pour les hospices, pour l'orphelinat. Là encore, on a dit que je faisais étal de ma richesse. Mais moi, je sais d'où je viens. Il paraît que les mauvaises langues ont dit que j'avais dit. Comme vous m'abaissez de mon vivant, je vous dominerai après ma mort. Aujourd'hui, un mausolée domine le village. J'étais tenace, moi aussi. Il y a même un fruit qui porte mon nom, une pêche, qui avait été créée par le jardinier de Paulin Talabot. Ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. C'est pas de moi, c'est de Shakespeare. Quand on demandait à Paulin Talabot comment il avait appris l'anglais, ce qui n'était pas courant à l'époque, il répondait en lisant Shakespeare. Moi aussi, je m'y suis mise. Et j'ai beaucoup voyagé avec lui. J'ai appris tellement de choses sur les religions, les mœurs, les coutumes. À Paris, j'allais dans les salons, je partageais mes connaissances. Et c'est là que je me suis dit que j'allais créer mon propre salon, où allaient se côtoyer des artistes, des politiciens, des architectes, tout un tas de monde. Je me disais que mon salon allait être aussi lumineux que le soleil qui perce à travers les branches d'arbres. Dans mes salons, il y a eu les plus grands noms de l'époque. Lesseps, Cézanne, Delacroix, Eiffel. Que de femmes. Parce que les femmes célèbres n'étaient pas encore tout à fait autorisées. Il paraît que j'ai attrapé une pneumonie le jour de l'inauguration de la Tour Eiffel. Vous savez en quelle année? 1889. 31 mars 1889. Quelques mois plus tard, je suis morte. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire salon ensemble. Là, vous avez des petites feuilles devant vous. Moi, je commençais toujours mes salons par 3 fois. Je suis. Vous allez écrire je suis, je suis, je suis. Moi, par exemple, aujourd'hui, je dirais je suis Marie Talabot. Je suis Marion Octave. Je suis heureuse de partager ce moment avec vous. 3 fois je suis. Et ensuite, je vous propose d'écrire. C'est anonyme, ne vous inquiétez pas. D'écrire sur la première fois que vous avez pris le train, quand vous regardez par la fenêtre d'un terrain, ou pourquoi c'est important pour vous que le train existe, qu'il se développe aujourd'hui. Peut-être une fois vous avez pris le train pour une circonstance spéciale. À vous de raconter. Prenez vos plumes. Et la musique. Ça peut être pris le train. Ne se censure pas.
Ah non, ne copie pas. Tu étais bien, toi. Alors juste pour dire que Marie Talabot finissait toujours ses salons par un délicieux repas, ce qui va nous arriver sous peu. Et je voulais quand même vous dire ce menu. Donc elle adorait faire des parties de chasse. Et ils avaient un château qui s'appelait le Casse-Blanc à Marseille. Et je vous dis le menu de Madame Talabot, le 27 novembre 1868. Bouillabaisse, gros d'Écosse, murène de cassis, gingembre des Indes, marron de Limoges, champignons Bresse, bécasse Ricard et faisan tué par elle-même. Mais oui, nous attend pas loin dans quelques temps. Je vous remercie, merci de laisser vos écrits. Fromage, dessert. Et après. Allez. Vous avez une compilation. Il ne l'oublierait même jamais, et il se trouvait toujours quelqu'un pour raconter l'épisode. Un romancier, un conteur, qui avait eu vent de l'affaire et en faisait sa matière. C'était fini, ou bien tout commençait, comme après une révélation. Un grand amour, une vie gâchée, une nouvelle vie, une vie fêlée. De toute manière, je ne serai jamais plus comme avant. Jamais. La rencontre entre le plus intime et le plus étranger avait eu lieu, là, dans le compartiment. Si vous êtes entré là, dans le compartiment, c'est que le coin couloir face à la marche à votre gauche était libre. La voisine. Une place vide se trouvait devant le courrier du Czar. La jeune fille s'y plaça, après avoir déposé près d'elle un modeste sac de voyage en cuir rouge qui semblait former tout son bagage. Puis, les yeux baissés, sans même avoir regardé les compagnons de route que le hasard lui donnait, elle se disposa pour un trajet qui devait durer encore quelques heures. Il ne put s'empêcher de considérer attentivement sa nouvelle voisine. Elle devait avoir de 16 à 17 ans. Quoi? Cette jeune fille seule? Comment arriverait-elle? Que deviendrait-elle? L'inspection finie, les portières des wagons furent alors ouvertes, mais avant qu'il eût pu faire un mouvement vers elle, la jeune Livonienne, descendue la première, avait disparu dans la foule qui encombrait les quais de la gare. Supplice du voyageur timide. Jamais je n'oublierai mon premier voyage à Paris dans un wagon de 3e classe. C'était dans les premiers jours de février. Il faisait encore très froid. Au dehors, un ciel gris, le vent, le grésil, les collines chauves, les prairies inondées, de longues rangées de vignes mortes. Au-dedans, des matelots ivres qui chantaient, de gros paysans qui dormaient la bouche ouverte, comme des poissons morts. De petites vieilles avec leurs cabas, des enfants, des puces, des nourrices. Tout l'attirail du wagon, des porcs, avec son odeur de poutre, d'eau de vie, de saucisses à l'ail et de paille moisie. Je croyais être encore. En partant, je m'étais installée dans un coin, près de la fenêtre, pour voir le ciel. Mais à 2 lieues de chez nous, un infirmière militaire me prit ma place, sous prétexte d'être en face de sa femme.
Et voilà, le petit chose, trop timide pour oser se plaindre, condamné à faire 200 lieues entre ce gros vilain monsieur qui sentait la graine de lin et un grand tambour-major, 2 champenoises, qui tout le temps ronfla sur mon épaule. Le voyage dura 2 jours. Je passais les 2 jours à la même place, immobile, entre mes 2 bourreaux. L'attrait pour la jeune dormeuse. Il jeta un coup d'œil au compartiment suivant. Une jeune fille était là, qui dormait. Il ne put apercevoir son visage, dissimulé par son bras, mais sa posture était des plus étranges. Son corps, svelte et délicat, élégamment vêtu, semblait avoir été jeté dans un coin. Ses jambes reposaient sur l'autre banquette, genoux relevés. Elle était penchée, de côté, la tête presque au niveau des pieds. Il était difficile d'imaginer position de dormeur plus insolite et extravagante. « Mais comment vous tenez-vous, mademoiselle » avait-on envie de crier en secouant le bras de l'inconnu. Le train avançait avec un grondement uniforme. Tout vibrait, tressautait, et la jeune dormeuse suivait le mouvement général. W la contemplait, avec une curiosité si intense qu'il en oubliait où il se trouvait et vers où il allait. À vrai dire, elle n'était pas vraiment son genre. Il préférait les femmes plus âgées et plantureuses. Il y avait toutefois en elle quelque chose qui l'attirait au point qu'il n'arrivait plus à s'en détacher. Soudain, il comprit. Mais elle dort exactement comme moi. Il en fut stupéfait. Quitter Venise. Si j'avais voulu rejoindre encore ma mère et prendre le train avec elle, il aurait fallu décider sans perdre une seconde que je partais, mais c'était justement ce que je ne pouvais pas. Ainsi, restai-je immobile, avec une volonté dissoute, sans décision apparente. Grâce à l'insoupçonnable puissance défensive de l'habitude invétérée, grâce aux réserves cachées que par une impulsion subite elle jette au dernier moment dans la mêlée, mon action surgit enfin. Je pris mes jambes à mon cou et j'arrivai, les portières déjà fermées, mais à temps pour retrouver ma mère, rouge d'émotion, se retenant pour ne pas pleurer, car elle croyait que je ne viendrais plus. Puis le train partit. Les heures passaient. Ma mère craignait toujours que je ne trouve les voyages trop longs et reculait le plus tard possible pour m'occuper pendant les dernières heures, le moment où elle déballerait les œufs durs. Rêverie postale. Je pensais, en chemin de fer, dans ce département, à des chefs-d'œuvre inédits. La correspondance de chaque nuit, emportée par des sacs de poste, comme un chargement de prix. Par excellence, derrière la locomotive. Fenêtre. Il me fallait absolument une place à la fenêtre. Le train m'ouvrait le monde. Je m'imaginais jusqu'à la fin de ma vie, d'une vie raisonnablement longue. Et je continuerai à voyager en train. Invisible. Âme. Spectre. C'est le compartiment de chemin de fer. Ce compartiment où l'on entre et d'où l'on sort modifié après un temps en s'assurant qu'on n'y a pas laissé sa valise, où tout au long du parcours se produisent des rencontres et des rêves, où naissent fantasmes et rêveries, où il peut à chaque instant arriver quelqu'un ou quelque chose, ou même quand on s'y croit seul, il y a de l'autre.
Voilà, nous allons vous faire lecture d'un texte sur le voyage, bien sûr, puisque c'est le thème de cette animation culturelle. Un texte d'un écrivain qui s'appelle Werner Herzog, qui est un auteur allemand, qui a écrit un très très beau roman qui s'appelle Sur le chemin des glaces. En fin de compte, il effectue une randonnée, dirais-je, entre Béziers et Neussargues qu'il fait à pied. Béziers-Neussargues du 1er au 9 décembre. Un ami m'a téléphoné à la fin novembre et m'a dit que notre amie Jeanne était très malade et allait sans doute mourir. J'ai répondu, cela ne se peut pas, pas maintenant, elle a encore trop de choses à accomplir, nous ne devons pas la laisser mourir. J'ai pris une veste, une boussole, un sac marin et les affaires indispensables. Mes bottes étaient tellement solides, tellement neuves, qu'elles m'inspiraient confiance. Je me mis en route depuis Béziers pour Neussargues par le plus court chemin, avec la certitude qu'elle vivrait si j'allais à elle à pied, et puis j'avais envie de me retrouver seul. Mon journal de marche n'était pas destiné à être lu. Aujourd'hui, j'ai repris ce petit carnet de notes que j'avais écrit dans le train du retour. Il m'a ému d'étranges manières et j'ai eu envie de le partager avec vous et vous en lire quelques extraits. Dimanche 1er décembre. Très vite, au bout de 500 mètres, je fais une première halte et regarde ma boussole. Je dois bifurquer vers l'ouest, direction Neussargues. En moi, une seule pensée, dominant toutes les autres. Partir. Mon amie ne doit pas mourir. Elle ne mourra pas, elle ne mourra pas. Les pas se font pesants. Voilà que la terre tremble. Quand je marche, c'est un bison qui marche. Quand je m'arrête, c'est une montagne qui se repose. Elle ne doit pas, elle ne mourra pas. Quand j'arriverai à destination, elle sera en vie. Cela ne peut pas être autrement. Mathilde Duplagne. Dehors, brouillard, si glacial que les mots nous manquent pour le dire. Sur l'étang nage une pellicule de glace. Les oiseaux se réveillent, des bruits. Sur le petit pont, mes pas sonnent creux. J'ai séché mon visage avec une serviette tendue dans une cabane. Toujours le même problème de bottes. Elles sont encore trop neuves, j'essaie de les élargir. À chaque mouvement, je prends des précautions d'animal. Et je crois bien que j'ai aussi des pensées animales. Je dis. J'ai passé la nuit dans une grange. La nuit a été longue, mais j'ai eu assez chaud. Dehors, de gros nuages se pourchassent. La tempête menace. Tout est gris. Les tracteurs ont allumé leurs phares, bien qu'il fasse jour. Début d'ampoule. Je dois redoubler de précautions quand j'enfile mes bottes. Dans une ferme derrière moi, des dindes affolées gloussent. Grêle et tempête, j'ai cru que la première rafale allait m'arracher les jambes. Le ciel d'encre au-dessus de la forêt ne présage rien de bon. La route luisante de pluie me renvoie mon image. La tempête, la neige, la pluie font voltiger des feuilles qui viennent se coller sur moi. Rêve halte dans un abri de bus. Continuez, allez de l'avant, tout va s'apaiser. Vendredi. Je suis fascinée par les vieux paquets de cigarettes sur les bas-côtés de la route. Surtout quand ils ne sont pas froissés, qu'ils se gorgent d'eau et prennent des allures de cadavre. Les angles s'arrondissent et la cellophane s'emplit de buée, que le froid transforme en fine gouttelette d'eau. Comment va, mon ami? Vit-elle? Vais-je assez vite?
chevreuil traverse la route et glisse sur l'asphalte, comme sur un parquet ciré. Il fait très froid. Samedi, je suis hébergée chez l'habitant. 2 femmes, une grand-mère et sa fille, m'ouvrent tout de suite leur cœur et c'est bon. J'ai droit à une tisane de verveine, à des œufs sur le plat et un bain chaud. À la télévision, la météo annonce que le temps se lèvera dans la journée de demain. Plusieurs fois de suite, j'ai dû commettre des erreurs d'itinéraire. Mais après coup, je me suis rendu compte en les étudiant qu'elles m'avaient ramené sur la bonne route. Le pire, quand je m'aperçois que j'ai fait une erreur de cap, c'est que je n'ai pas le cran de revenir sur mes pas. Je préfère me corriger par une autre erreur. De toute façon, je me suis fait un tracé imaginaire, à peu près rectiligne, auquel je ne puis pas toujours me tenir. Mais mes détours ne sont jamais vraiment importants. Dimanche, un matin immaculé, clair et frais. La plaine est toute embrumée, mais ça et là, on entend les bruits de la vie. Devant moi, massive, la forêt, perçant la haute nappe de brouillard à demi visible. Une lune froide du matin face au soleil. Cheminée en droite ligne entre lune et soleil, quelle élévation. Au café, les chaises encore sur les tables, mais on m'a quand même servi mon petit déjeuner de bonne grâce. Elle était fatiguée et marquée par la maladie. Quelqu'un lui avait sûrement dit au téléphone que j'étais venu à pied et je ne voulais pas le lui dire, j'étais gêné. Dans ma gêne, un mot me traversa l'esprit et comme la situation était déjà étrange, je lui dis « Ensemble, nous ferons cuire feu et nous arrêterons les poissons. » Alors, elle m'a regardé avec un fin sourire, et comme elle savait que j'étais de ceux qui marchent, et partant sans défense, elle m'a compris. Pendant un bref instant, tout de finesse, quelque chose de doux traversa mon corps exténué. Je lui dis « Ouvrez la fenêtre, depuis quelques jours, je sais voler. » On est sur l'Écosse. On sait quand on part, on ne sait pas quand on arrive. Tout se passait à la gare. Je suis nostalgique de cette époque. On se retrouve l'été pour parler de notre jeunesse.
quand j'étais en fac à Montpellier. On remontait à la Bastide pour revenir sur Mende. On est au nord de l'Aubrac, sortie 41. Le dernier dimanche du mois, on mange des cuits-poux. Les bœufs prenaient le relais pour transporter ceux qui arrivaient en train. Tout le monde aime les chevaux à Campagnac. Le train du soir, le 2022, Béziers-Neussargues. Après l'Express, on allait manger. Je suis nostalgique de cette époque. Ici, c'était 90 km/h. Il est chaud le train, car il vient du midi. C'est facile d'aller dans le midi. Tu te mets en roule, tu te roules en boule dans le train. Et hop, c'est plié. On mettait des pièces de 5 francs pour faire des porte-clés. Une escarbille au coin de l'œil. Les pètes-souris et les bourgnoles. Et ils avaient fait une fronde géante avec un élastique. On avait fait un prisonnier qu'on avait barbouillé de confiture. La plus grande avenue du monde, depuis Saint-Génès. Madame
Saint-Géniès. Vous passez 1 heure dans le train et vous avez l'impression d'avoir fait des vacances. C'est la vallée qui fait le lien entre le Causse, ici, et l'Aubrac. Chez nous, c'est la grande ruralité. Et c'est calme. Parfois, un peu trop calme. Moi, je suis venue d'ailleurs, de Mende. Ici, il faut se faire accepter. Moi, j'ai fait ma place. Tout de suite, car j'étais infirmière. Je n'ai aucun mérite. Vous allez dans l'intimité des gens tout de suite. Notre médecin, ici, il est extraordinaire. Il sauve des vies. Beaucoup de gens en difficulté financière prennent le train à 1 euro pour bouger. Des gens sans emploi, juste pour le plaisir de bouger,
de consommer. Ça trace autour de toi. Mon père était visiteur de gare. Il s'occupait de la sécurité des trains. Il faisait les 3-8, mon père. Mon père faisait double journée. Il était maçon en plus. Et ma mère, elle faisait des ménages. Il y avait un boucher, Prosper dans l'arène. La Gaîté Cinéma. Autour du cinéma, il y avait du monde. Ça représentait aussi le voyage pour nous. Hollywood. Pour adultes avertis, c'était le code de morale sur la porte de l'église. Je suis nostalgique de cette époque. C'est l'autoroute qui a fait du mal au train. Il faut créer des escales pour les petits bleds. Il faut créer des escales pour les petits bleds. Il faut créer des escales pour les petits bleds. Pour les petits bleds. Je suis nostalgique de cette époque.
arrivés à destination. Merci.